Dakar. Situation trouble à Dakar Demdik. La société de transport public a été paralysée hier par la grève des agents. Le ministre des Transports terrestres qui s'y est rendu annonce l'ouverture d'une enquête après le saccage des bus hier par des enfants. Le président de la République a fait arrêter toutes les constructions le long de la corniche ouest de Dakar. Le littoral sera préservé de toute prédation foncière, de même que la bande des Filao de Guédiawaye. À 2 mois de la Tabaski, nous avons tâté le pouls du marché. Nous nous sommes rendus au marché hebdomadaire de Dara Djolof, dont le ferlo qui se tient chaque dimanche. Les prix sont encore élevés pour le moment à cause de l'aliment de bétail. Mais tout d'abord, sachez que le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, est arrivé, comme vous allez le voir sur ces images tout à l'heure, à Bissau, à sa descente d'avion. Le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, a été accueilli par son homologue, le président de la République, son Excellence, Umaru Sissoco Embalo. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, poursuit ainsi ses déplacements qui rentrent dans le cadre de la consolidation des relations de bon voisinage. Sa descente d'avion, donc, comme vous le voyez, le chef de l'État qui a été accueilli par son homologue Umaru Sissoco Embalo. Nous reviendrons sur le séjour du président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye. Je vous le disais en titre, hier, les bus de Dakar Demdik n'ont pas circulé. Les travailleurs ont entamé une grève pour dénoncer la gestion de la société de transport public. La direction, pour sa part, condamne cette grève sous préavis. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, qui s'y est rendu, annonce l'ouverture d'une enquête après le saccage de quelques bus par des enfants. Philomène Constance Diagne. C'est un secteur des transports qui a été paralysé par les travailleurs de la société publique Dakar Demdik ce lundi. Des perturbations qui ont concerné l'ensemble de son réseau national comme international. Pour cause, une grève générale pour dénoncer la gestion de la direction. Aujourd'hui, à Dakar, nous avons constaté que depuis des années, les promotions se font encore une fois par des promotions de politique, des promotions purement et essentiellement politiques qui n'ont rien à voir avec le travail qui constitue Dakar Demdik. Donc nous dénonçons cette situation. Aujourd'hui, ce qui a fait que tous les travailleurs de Dakar se sont mobilisés pour dire non, pour dire stop et alerter les autorités, et en commençant par le président de la République. Aujourd'hui, il n'y a pas plus méritant qu'un agent de Dakar Demdik. Les agents qui se lèvent à 3h30 du matin, tous les jours, pour prendre le personnel, avec tous les risques que cela comporte, et aujourd'hui qui sont les laissés pour compte. Et cela, ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui, nous demandons à ce que l'État reconsidère les salaires et reconsidère les conditions de travail à Dakar Demdik. De l'autre côté, les dirigeants de la boîte déplorent le manque de préavis de grève, même s'ils restent ouverts au dialogue. Donc c'est face à des actes répréhensibles de gestion, et face à une situation d'insécurité générale dans l'ensemble de nos dépôts et gares de terminus, et éventuellement à des actes de gestion teintés de népotisme, la gestion des ressources humaines, qui nous a poussé à avoir ces réactions spontanées aujourd'hui et qui nous a valu d'arrêter l'ensemble de nos réseaux, que ce soit les réseaux urbains, interurbains et internationaux. Incessamment, c'est suite à cette situation-là que les travailleurs ont pris le destin à deux mains et leur courage pour dire non à ces actes de gestion. Toutefois, le vandalisme interne sur 19 bus de la société ne va pas rester sans sanction. Les auteurs devront répondre de leurs actes. Dakar Demdik, nous sommes dans une transformation perpétuelle. Au niveau du poste de Thiaroye, le dépôt de Thiaroye, nous avons un chef de division qui est parti en retraite depuis 4 mois. Et cette personne, on n'avait pas remplacé cette personne. J'ai considéré qu'il fallait attendre d'abord. Et quand j'ai vu que la situation se dégradait au niveau technique, j'ai décidé de faire en sorte qu'il y ait vraiment un système de management. C'est pour cela, l'adjoint au chef de division, nous l'avons promis en tant que chef de division. Ensuite, la personne suivante, nous l'avons promis en tant que chef d'atelier. Mais pour une excellence opérationnelle et un management diversifié, j'ai pris une autre personne technicienne qui est là dans Dakar Demdik depuis plus de 10 ans, qui est un syndicaliste, qui est un délégué du personnel, que j'ai nommé chef d'atelier pour avoir 2 chefs d'atelier, pour vraiment essayer de faire en sorte de développer ce que nous sommes en train de faire au niveau de Dakar Demdik. Et apparemment, c'est cette personne-là qui ne sont pas satisfaites et qui se disent que c'est vraiment du clientélisme. On a commencé par ça, il y a eu des bus que nous avons constatés saccagés, et à partir de ce moment-là, l'équipe
l'équipe de la direction, les chefs d'atelier, les chefs de dépôt se sont réunis, ils ont pris tout le nécessaire. Ils ont appelé la police, appelé la gendarmerie pour constater les faits. Inch'Allah, nous allons faire toute l'enquête nécessaire. Et je le dis, ces bus-là, c'est un patrimoine national. Quiconque essaye de faire en sorte de détruire ce patrimoine, nous mettrons toutes les dispositions nécessaires pour sanctionner cela. Et les dispositions seront prises, il y a des enquêtes qui seront faites et Inch'Allah, je suis sûr que les auteurs seront retrouvés et seront sanctionnés sans relâche. Dans la journée, le ministre de tutelle El Malick Ndiaye s'est rendu au siège de Dakar Dem Dikk et a obtenu une suspension de grève des travailleurs. Il a promis l'ouverture d'une enquête pour trouver une solution durable au problème. Ce mouvement d'humeur des travailleurs de Dakar Dem Dikk a eu beaucoup d'impact sur la mobilité des usagers. Hier, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres a fait le déplacement pour s'entretenir avec les grévistes. Il a invité les syndicalistes à suivre. Nous écoutons plutôt El Malick Ndiaye qui s'est exprimé au micro de Philomène Constance Diagne. Nous avons vu et constaté nous-mêmes les dégâts sur au moins 3 bus. Il y a d'autres bus qui sont éparpillés un peu partout dans le dépôt. 19 au total, d'après les informations que nous venons de recevoir. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de vous dire que nous avons entendu vos réclamations, vos doléances. Nous sommes au courant de tout et nous sommes en train de solutionner les problèmes. Sachez que Dakar Dem Dikk n'est pas un cas isolé. En termes de nomination, de promotion et tout ce que vous voulez dire, nous avons constaté que ça existe dans plusieurs secteurs, publics comme parapublics, mais c'est quelque chose que nous sommes en train de régler de manière globale. Mais particulièrement pour la situation de Dakar Dem Dikk, nous avons pris les choses en main, nous allons rencontrer le directeur, le nécessaire sera fait et sachez que ces problèmes-là seront définitivement réglés, ça je vous le dis. Tout ce que je voudrais vous demander, c'est au moins de reprendre le travail pour permettre aux Sénégalais d'aller s'occuper à leur, en tout cas, préoccupation, d'aller au travail ou tout simplement de faire convenablement leurs courses. Et donc sur ce, c'est la première fois que je vous rencontre et je pense que cette demande normalement devrait passer dans la mesure où vous devrez au moins nous accorder cette faveur afin qu'on puisse vous montrer que nous sommes là pour régler les problèmes des Sénégalais et les travailleurs de Dakar Dem Dikk font partie des Sénégalais. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a effectué hier une visite de prise de contact à Sénégal Numérique. Alioune Sall s'est rendu à Colobane, à Technopole, puis au data center de Diamniadio. Ahmadou Diallo, compte rendu. Une sortie consacrée à l'écosystème du numérique. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique s'est d'abord rendu à Colobane, dans cet atelier de réparation et de recyclage de matériel informatique. Les équipements numériques non fonctionnels sont recueillis, triés et réparés par de jeunes Sénégalais. La tutelle s'est rendue par la suite dans les locaux de Sénégal Service qui consacrent le principe d'une administration de proximité. Cap ensuite sur Technopole à Pékin, où le ministre a constaté de visu les conditions de travail. Il a également tenu à écouter les travailleurs. Sur place, une présentation de l'écosystème numérique du Sénégal lui a été faite. Le ministre et sa délégation se sont enfin rendus au data center de Diamniadio. Sénégal Numérique se positionne ainsi comme leader dans le marché d'hébergement des données au Sénégal et dans la sous-région. Cette rencontre avec des échanges ô combien importantes, on a beaucoup appris depuis ce matin à travers les collaborateurs, à travers les services dans lesquels ils travaillent. Et ça renforce notre conviction de ressources que le Sénégal aujourd'hui a dans le cadre des infrastructures téléphoniques et dans les infrastructures réseau de manière générale. À travers ce data center qu'on a visité, qui est de type Tier 3 et qui représente aujourd'hui toutes les exigences en termes de sécurité, en termes
technologie et sur lequel le Sénégal va se baser aujourd'hui pour impulser cette vision sur la souveraineté numérique que le Sénégal et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye appellent vraiment de tous ses voeux. Nous saluons le fait qu'aujourd'hui le président de la République a dit dans son discours du 3 février qu'il a comme objectif de pouvoir digitaliser l'administration sénégalaise dans un délai très court, digitaliser toutes les procédures de l'État. Donc c'est vraiment fort appréciable que ce leadership soit assuré à ce niveau de responsabilité de notre État. Parce que je disais tantôt au ministre que c'était la clé pour pouvoir réussir une transformation digitale de l'administration. Le numérique, un levier de performance économique, est au cœur de la politique de transformation de l'administration publique. Cette stratégie va être adossée à une souveraineté du secteur et son accessibilité aux Sénégalais et aux entreprises. Ouf de soulagement, la corniche ouest de Dakar respire mieux. Le chef de l'État a décidé d'arrêter toutes les constructions qui font face à la mer et des kilomètres de plage vont être donc sauvés de la pression immobilière qui cache cette belle façade maritime. En 2020, déjà, le journal télévisé sonnait l'alerte plutôt, Ibrahim Ndong. L'éphémère instant d'une vague qui s'écrase sur le littoral. Un littoral plongé depuis très longtemps dans la grisaille. Menacé de toutes parts, agressé et colonisé, la corniche ouest de Dakar sous le diktat de la pression anthropique. C'est une aberration économique. On aurait pu faire quelque chose avec l'attractivité de la ville de Dakar qui allait nous amener des points de croissance incroyables dans le cadre du tourisme. C'est une aberration sanitaire parce que quand on est au bord de la mer, c'est un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel mal entretenu et ne profite qu'à certaines personnes. Une situation lourde de conséquences et préjudiciable à ceux qui fréquentent la plage au quotidien. Qu'on nous laisse notre espace et qu'on nous laisse notre plage. Vous voyez bien qu'il y a toujours des jeunes qui sont là, qui s'entraînent, qui font le loisir et tout. Sur la berge, l'espace se rétrécit de plus en plus. Pourtant, la loi est claire. Il faut au moins une distance de 100 mètres entre le littoral et les aménagements. 100 mètres à partir des plus hautes eaux. C'est ça la limite. Maintenant, le débat à Dakar peut-être mêle en dehors de cet aspect plage des agressions que nous avons constatées quand même le long de la corniche. Et je pense que ce n'est pas normal, d'ailleurs le président de la République en a fait son combat depuis toujours, ce n'est pas normal qu'on casse une falaise pour créer une parcelle de terrain. C'est le énième chantier qui fait l'objet de polémiques sur la corniche. Paradoxe. Le propriétaire détient pourtant tous les papiers légaux. Titre foncier, état de droit réel, autorisation de construire, entre autres. Non, reste là, t'inquiète pas. Malgré tout, une descente inopinée a été faite sur le site par les autorités de la commune, de Sacré-Cœur, Mermoz. Pourquoi une telle réaction, étant donné que l'arrêté autorisant la construction a été signé par la commune d'Amitié Fan.e? Mystère et boule-doggant. Ok. On est en train de maltraiter une personne qui n'a rien fait. Pour y voir plus clair, nous avons essayé de rentrer en contact avec le maire de la commune d'Amitié Fan.e. Celui de Mermoz Sacré-Cœur, mais toutes nos tentatives sont restées vaines. Alors, que disent les textes par rapport à l'occupation du littoral? La loi de 1976 portant code du domaine de l'État autorise, sur la base d'un certain nombre de dispositions, son affectation soit à des personnes morales ou bien à des personnes physiques. Maintenant, la conditionnalité qu'on a toujours évoquée, c'est le fait que l'occupation soit une occupation d'utilité publique ou non. Des dispositions claires. Toutefois, les géologues sont l'alerte et invitent au respect de la loi et à une occupation rationnelle du littoral. Le littoral est une zone d'interface, ce qui fait que vous avez
une perpétuelle modification de cet environnement. Mais la vitesse de modification varie en fonction de la nature de la côte. Là où on est, c'est une côte rocheuse. Sa vitesse de recul va être plus ou moins lente. Ça ne sera pas très perceptible. Ce n'est pas le cas par rapport à une côte sableuse. C'est par exemple la côte nord. Donc c'est ce qui fait toute la différence, c'est-à-dire la nature de la côte et le type d'occupation. Pour mieux faire face à cette problématique, l'État a mis en place la Direction de surveillance de contrôle et de l'occupation des sols, DESCOS. Le travail accompli au pied du phare des Mamelles est assez illustratif. Le 14 mai 2014, lors de sa sortie, le président de la République avait préconisé l'aménagement du littoral et avait donné des instructions pour que les rares espaces qui restent soient aménagés au profit des populations locales. Et une instruction du Premier ministre à l'époque nous avait permis de faire un recensement très exhaustif du port autonome de Dakar jusqu'à la pointe des Almadies. Et environ une trentaine de maisons de construction en cours étaient immobilisées de manière momentanée aux fins de vérification. Le président a renoncé à son terrain sur le domaine public maritime. Moi, j'avais décidé de le faire exploiter avec nos amis en disant, mais le président a reçu, c'est une direction donnée. Il nous a instruit de mettre beaucoup de rigueur, en tout cas dans la gestion de ce foncier du littoral. Bien évidemment, on devra travailler sur un plan d'aménagement global qui devra quand même comporter une vision économique certaine tout en sauvegardant les intérêts des populations. D'autres décisions non moins importantes ont été aussi prises par le président Macky Sall, toutes allant dans le sens de protéger le littoral. D'abord, en 2014, il est venu visiter ce qui se faisait sur la corniche. Il a demandé l'arrêt, il a même retiré des baux qui ont été donnés à des pays amis du Sénégal, du point de vue diplomatique, du point de vue économique. Maintenant que le mal est déjà fait, reste à sauver ce qui peut l'être encore. Sur ce point, des solutions ne manquent pas. Je salue la décision forte qu'a prise Monsieur le Président de la République de résilier ou d'exproprier toutes les personnes concernées qui ont eu un droit sur ce site. Et je rappelle que ces droits-là ont été attribués depuis 2010. Donc, toutes les personnes qui sont le long de la colline des Mamelles vont être expropriées ou on va résilier leurs baux pour que le président en fasse un espace public qui pourra être à la jouissance de tous les Sénégalais. Il y a au moins 3 bandes sur la corniche qui font plus de 2 km et qui ne sont pas fermées aux populations. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arrêter l'octroi des titres privés. Ça commence à constituer un abus. Il faut arrêter cela. Maintenant, pour le reste, il faut aménager. Parce que c'est l'aménagement qui crée l'appropriation. Une appropriation qui risque de ne pas avoir le résultat escompté face à de gros bonnets. Pendant ce temps, les chantiers pullulent comme des champignons sur la corniche. Reste à égrener le chapelet pour éclaircir l'horizon d'un patrimoine en embuscade. Voilà, et puis dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions. Et nous allons parler de la 83e édition du Dakar de Médina Gounass. Ce matin, nous vous proposons le portrait de Thierno Ahmed Tidiane Ba, le khalife général de la cité religieuse, homme de Dieu, guide spirituel, dont le seul rêve est de sauver l'humanité. Âgé de 89 ans, il a fait ses premiers enseignements à Banadji, dans le Matam. C'est après le décès de son père en 1980 qu'il a été intronisé khalife. Tidiane Cissé. Tout ce qu'on peut dire, c'est un grand homme de Dieu, un érudit. Thierno Ahmed Tidiane est un saint, moi j'ose le dire. Pour les uns, un saint ou un savant pour les autres. Les qualificatifs ne manquent pas pour ceux qui connaissent bien le khalife général de Médina Gounass. Thierno Ahmed Tidiane Ba, pour le décrire, il faut le voir, il faut le regarder. Le sourire aux lèvres. Il ne se perturbe jamais. Jamais il n'a regardé un talibé dans le sens d'une reproche.
n'y a pas de reproche. S'il est content, on ne le sent pas. S'il est fâché, on ne le sent pas non plus. Et cela faisait partie des caractères du prophète Mohammed, paix sur lui. C'est quelqu'un qui est très patient. Il questionne beaucoup son entourage et aide beaucoup ses semblables. Thierno Ahmad Tidiane Ba est né en 1935, c'est-à-dire 22 jours seulement avant la création de la cité religieuse de Médina Gounass. Et quand son baptême a eu lieu, ceux qui sont allés le baptiser sont revenus et ce sont eux, avec Thierno Mohamed Saïd, qui ont trouvé le site. Là où il a appris le Coran, c'est à Banadji. Banadji, c'est vers Kanel, dans la région de Matam. C'était chez Thierno Abdourahmane Banadji. Thierno Ahmad Tidiane Ba, c'est quelqu'un qui a une seule vision, tout le monde soit heureux, que tout le monde entre dans le paradis. Il rejoint en cela son père. Son père, c'est Thierno Mamad Saïd Ba, disparu le 25 juin 1980. Mais avant sa disparition, le guide religieux avait bien formé son fils pour sa succession et pour la continuité de son œuvre. Et là, il a pris le legs de son père depuis 1980. Il est le calife de son père, Thierno Mohamed Saïd Ba. C'est un homme de Dieu et tout ce qui se fait ici, c'est par rapport aux pratiques cultuelles, aux pratiques religieuses. Son père lui a donné le manteau du khalifa 12 ans avant sa disparition. Et maintenant, Thierno Ahmed Tidiane est un continuateur d'une œuvre, mais c'est un bâtisseur de l'œuvre. Il a reçu l'héritage tout en étant un acteur efficace. Parler de l'actuel calife de Médina Gounass, c'est aussi parler de la modernité du Dakar et même de la cité religieuse de Gounass. Sinon, c'est lui qui a changé en tout. À un moment donné, on disait que les Gounassiens, ils ne veulent pas la modernité, ils ne veulent pas... Non, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas la modernité. Ils veulent la modernité tout en restant eux-mêmes, tout en gardant leur orthodoxie, tout en gardant leur ligne d'action. Thierno Ahmad Tidiane Ba, c'est aussi un prêcheur de la Tidjaniya, un promoteur de la paix, un stabilisateur social ou encore un défenseur de l'islam. Digne fils du Fouladou, Thierno Ahmad Tidiane Ba continue toujours de perpétuer l'œuvre de son père, Thierno Mamad Saïd Ba, qu'Allah lui prête longue vie et une bonne santé. Voilà, donc c'était le portrait de Thierno Ahmed Tidiane Ba, calife de Médina Gounass. Le comité d'organisation, lui, du Dakar de Médina Gounass tire un premier bilan satisfaisant de ce grand rassemblement religieux. Il a salué la mobilisation de l'ensemble des services étatiques. Nous écoutons à ce propos Cheikh Tidiane Kébé, vice-président du comité d'organisation. Il est au micro de Tidiane Sissé. Nous remercions le bon Dieu de nous avoir aidés à commencer le Dakar. Effectivement, tous les services concernés sont présents. Que ce soit la Sénélec, que ce soit la CNO, OFOR, la sécurité, le commerce, les eaux et forêts, tous les secteurs sont là. Et là, actuellement, avec le Dakar qui a démarré hier, tout est fin prêt. Et que ce soit la Sénélec, ils ont augmenté l'éclairage, ils ont fait des extensions, ils sont en train de raccorder quelques Dakar. Maintenant, en ce qui concerne aussi le service de l'eau, il y a eu quelques petits soucis par rapport à un forage qui a été démarré plus ou moins tardivement hier vers minuit. Et actuellement, ils sont en train de purger le réseau et ils sont en train aussi de faire circuler l'eau. Et des camions citernes ont été positionnés au niveau de certains endroits stratégiques. En tout cas, à ce moment, nous, comité d'organisation, nous voyons que tout se déroule correctement. Hier et aujourd'hui, il y a beaucoup d'affluence et aussi cette affluence sera observée lors du week-end prochain. Cette affluence sera la même lors du week-end prochain où le Dakar va se terminer le 6. Et là, le comité d'organisation est composé de plusieurs cellules. Et le comité d'accueil est sur place et tout est fin prêt pour accueillir les pèlerins qui vont vers leur Dakar.
Nous parlons de la Tabaski qui approche. Le mouton est au centre de toutes les attractions. Nous sommes allés au marché hebdomadaire de Dara Djolof dans le Ferlo. Pour le moment, ce sont les revendeurs qui ruent vers ce marché pour préparer leur opération Tabaski. Les prix restent tout de même élevés comparés à l'année dernière. Selon les vendeurs, c'est dû à l'augmentation du prix de l'aliment de bétail. Abdouad. Convoyer du bétail est sa spécialité. À bord de son car, Moudou ne manque jamais le rendez-vous du marché hebdomadaire de Dara Djolof. Il assure le transport des revendeurs et de leurs moutons. Nous faisons le tour des marchés hebdomadaires qui se trouvent au niveau de Louga. Nous transportons des clients et leurs moutons en direction de Dakar, à Buntu Pikine. En moyenne, ils transportent 140 sujets par jour. Une bonne affaire pour le jeune chauffeur et son équipe. Vraiment, c'est une activité très rentable. En une journée, il peut arriver qu'on rentre chez nous avec 250 000. Le transport, un des signes de la vitalité du marché hebdomadaire de Dara Djolof. Au lieu de commerce d'ovins et de caprins, il attire tous les dimanches plusieurs centaines de vendeurs venus de plusieurs localités du pays. Aujourd'hui, il enregistre une belle affluence. À l'approche de la Tabaski, le mouton constitue logiquement la principale attraction. 350 Un marché lucratif avec un gros volume de cheptel. Depuis la fin du Ramadan, beaucoup de jeunes viennent se ravitailler ici pour préparer activement l'opération Tabaski. C'est le cas de Bada, qui habite à Bambilor. Je suis venu ici ce dimanche avec mes amis pour acheter des moutons qu'on va préparer pour la Tabaski. Beaucoup de personnes s'activent pour l'opération Tabaski. C'est la période des achats avant de revendre dans un mois. Les moutons achetés ici seront revendus dans les grandes villes. Pour assurer une bonne marge à la revente, ces acheteurs négocient les moutons par lot et profitent ainsi d'une bonne réduction. Je prends des moutons à partir de 150 000. Je peux en prendre entre 5 et 10, voire plus. Tout dépend des offres. Autre avantage du marché, des prix beaucoup plus abordables qu'en ville. Et beaucoup moins cher qu'à Dakar. Peut-être que c'est le trajet qui est compliqué parce que Dara Djolof, c'est un peu loin. Les acteurs du marché reconnaissent tout de même une légère hausse comparée à l'année dernière à la même période, due selon eux à la cherté de l'aliment de bétail. J'ai acheté à 150 000 l'année dernière, cette année il me faut 200 000. On peut même vendre jusqu'à 100 000 nos moutons, mais l'aliment de bétail coûte cher. Alors les moutons aussi. Pour offrir aux populations des moutons de qualité à des prix raisonnables, les éleveurs demandent à l'État du Sénégal de trouver des solutions contre la hausse du prix de l'aliment de bétail. Nous invitons le président de la République à revoir le prix de l'aliment de bétail qui coûte très cher. Ça devient compliqué pour nous les éleveurs. La paille d'arachide est à 5 500 voire 6 000 le sac. Pour un meilleur approvisionnement du marché, le gouvernement a assoupli le contrôle des camions et véhicules transportant des moutons à destination du Sénégal entre le 19 avril et le 2 août 2024. Les opérations sur les moutons de Tabaski sont également exonérées de toute taxe pendant cette période. Voilà, donc c'était le marché hebdomadaire de Dara Djolof avec la Tabaski qui approche. Installation du centre de gestion et de l'économie rurale du Sine Saloum à Kaolack. Le projet se veut une structure d'accompagnement des acteurs de la filière sel et agricole pour la professionnalisation. 127 organisations et groupements des régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine sont déjà membres. C'est grâce à la coopération allemande de Claire Diop.
Assemblée générale constitutive du CGR, Centre de gestion et d'économie rurale du Sine Saloum. La rencontre a réuni autorités administratives locales, organisations de producteurs et entreprises des filières sel, agriculteurs et métiers connexes, mais aussi partenaires techniques et financiers. À l'ordre du jour, sensibiliser sur l'importance et l'impact d'un tel projet sur le développement des filières concernées. La mission est entre autres de former, d'accompagner pour la professionnalisation des activités, aussi la mise en relation avec les structures financières. Depuis avril 2022, le projet Emploi Sel a commencé, d'Invest for Jobs, a commencé à accompagner les entreprises de sel dans l'industrie, la production, toutes les chaînes de valeur, donc dans la filière sel. Et nous avons vu que un simple projet d'accompagnement de ces acteurs-là qui va durer 2 ans n'est pas suffisant vraiment pour améliorer en tout cas la situation, la transparence et aussi les revenus de ces milliers, plus de 15 000 producteurs, donc y compris aussi les industriels et ainsi de suite. Donc de sel parce qu'on est à la présence d'une filière qui n'est pas malheureusement encore structurée, avec des acteurs qui ne sont pas encore formels. Donc on pense qu'avec la mise en place de ce CGR Sine Saloum, on aura on va aller vers la structuration de la filière, vers la formalisation de ces entreprises-là, vers la bancarisation de ces entreprises qui ont un besoin réel de financement. Pour la filière sel, un travail est fait sur l'amélioration de la qualité de la production. 127 structures ont déjà adhéré à la démarche. Le problème de la gestion des organisations paysannes et les organisations qui sont sur le sel. La transparence et les modes de gestion, on n'avait pas trop de comptabilité dans nos caisses. C'est pour cela qu'on a proposé de mettre en place le CGR Sine Saloum en imitant le CGR Valais. C'est un exemple qui vraiment pourra nous booster à nos revenus, avoir des employés, des jeunes, non seulement plus d'emplois, mais plus de revenus. Et donc cette initiative fait suite aussi à un besoin exprimé des organisations, surtout la filière sel, qui avait senti la nécessité d'être accompagnée au-delà du projet, qui puisse avoir une structure qui est la pérenne, qui va les appuyer sur les aspects organisationnels, comptables et financiers. Donc c'est dans cette optique qu'on s'est réunis aujourd'hui au niveau de Kaolack pour la mise en place du centre de gestion, à l'image du CGR au niveau de la vallée du fleuve qui a 20 ans d'existence et qui avait pour mission le développement aussi des filières, le développement aussi des acteurs, des petites et moyennes entreprises au niveau de la vallée. Les participants sont venus de Kaolack, Fatick et Kaffrine où la filière sel occupe une place croissante dans l'économie locale. Le CGR se veut une structure de prestation de services privés avec comme mission d'appuyer les acteurs à combler le gap important détecté en matière de gestion et de tenue de comptabilité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Merci également à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans un instant, je vous retrouve pour la version Wolof. RTS 3. Uno Géraldine Bidiaro gur RTS 3 ro uno kulande be birnan kibe ngo hucha kigra pudande be ro do guba pudba ci hen bang de ger nan